Bienvenue sur le podcast de System.io, le podcast pour vous aider à lancer votre business en ligne. On analyse les stratégies les plus efficaces des meilleurs entrepreneurs du web. Exactement, je t'occupe avec le chat et l'épisode a commencé. Salut à toutes et à tous, salut Pierre-Elliott, comment ça va? Ça va super, je suis très content d'être là. Yes, moi aussi, c'est la deuxième fois qu'on te reçoit. Aujourd'hui, on va parler un petit peu de ton activité qui a un petit peu changé et on va parler surtout de Web3. Euh, alors, au moment où l'épisode va sortir, je ne sais pas ce que donnera le marché, mais au moment où on tourne, on est fin mai. C'est pas le meilleur moment, c'est pas le meilleur moment pour évoquer ce sujet. Mais avant de commencer, ouais, avant que tu te représentes pour ceux qui ne te connaissent pas, allez dans la description et téléchargez le guide de l'indépendance financière pour tous, écrit par Aurélien Macaire, pardon, qui explique comment il est passé de zéro à plusieurs dizaines de millions de patrimoine. Donc, c'est totalement gratuit et ça vaut plus que pas mal de formations payantes que j'ai vues. Donc, allez-y, c'est gratuit, c'est dans la description. Euh, Sans plus de transition, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, Pierre-Elliott, pour ceux qui ne te connaissent pas? Ouais, bien sûr. Donc, je m'appelle Pierre-Elliott Lallemand, j'ai bientôt 27 ans. Donc moi, j'ai commencé dans le business en ligne il y a à peu près 4 ans, où j'ai commencé par faire de l'e-commerce. J'ai lancé plein de petits business à droite à gauche, que ce soit de la prestation de services, de la vente de microservices, de PDF, du e-commerce. Voilà, j'ai lancé vraiment, vraiment plein de choses parce que j'aimais ça, trouver de nouvelles idées et lancer des petits business. Et au bout d'un moment, donc, je suis tombé un peu dans le YouTube game, on va dire. Donc, j'ai commencé à faire des vidéos YouTube pour partager un peu ça. Je suis aussi devenu formateur où j'ai formé des gens, donc j'ai vendu des formations, j'ai fait de l'affiliation, ce qui m'a permis vraiment de m'émanciper et de devenir indépendant financièrement. Et aujourd'hui, je suis tombé dans ce qu'on appelle le bain du Web3. Donc, le Web3, c'est quoi? Il y a eu le Web1 avec tout ce qui était Google, etc., les premiers sites Internet où on pouvait lire de l'information en ligne. Il y a eu le Web2 avec les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, il y a le Web3, donc avec tout ce qui est crypto, NFT et Metaverse. Donc, je suis dans la crypto depuis 2017. J'en avais pas forcément parlé un tout petit peu, mais je l'étalais pas forcément. Et c'est vrai qu'avec l'arrivée des NFT, je me suis vraiment passionné pour cet univers. Et du coup, aujourd'hui, donc, j'accompagne des projets NFT. Je crée du contenu aussi sur ma chaîne YouTube sur les NFT. Donc, avant, c'était business en ligne. Et aujourd'hui, on commence à évoluer vers le Web3 sur la chaîne. Il y a une évolution, comme vous pouvez le voir pour ceux qui me suivent peut-être. Bien évidemment, j'ai toujours du business en ligne qui tourne à côté. Mais aujourd'hui, c'est vraiment de me focaliser sur le Web3 qui, pour moi, est une. Alors, c'est une opportunité, mais c'est aussi une industrie qui est incroyable. Il y a tellement de choses à faire, tellement de choses à construire. Et c'est assez passionnant. Ouais, tu m'étonnes. Ouais, pour revenir à ce que tu disais, donc toi, tu faisais avant tout du business en ligne. Et on en a Ouais. parlé dans le premier épisode qu'on a fait, puisque c'est la deuxième fois que tu viens sur le podcast. C'est l'épisode 7. Alors, j'ai pas la date de sortie là sous les yeux, mais c'est sorti il y a à peu près un an. Donc, je le mettrai dans la Ouais, description. Mais la belle époque. la belle époque, c'est ça. Donc, toi, tu as shifté sur le Web3. Euh, Est-ce que tu peux parler un petit peu du Web3 pour ceux qui connaissent pas trop, qui comprennent un peu rien, tu vois? Ouais, bien sûr. Bah, comme je l'ai dit, en fait, il y a eu différents stades un peu de l'Internet. Mm. Il y a eu donc ces premières années 95-2000 où il y a eu les premiers sites Internet qui sont sortis. Les gens pouvaient lire des choses sur un écran, sur un ordi, et les entreprises pouvaient commencer à écrire des choses. C'est vraiment le premier stade. Ensuite, on a eu le deuxième stade, donc les réseaux sociaux, la sortie de Facebook en 2004, il me semble. Il y a eu Second Life aussi un peu à cette époque. Il y a eu Instagram qui est sorti quelques années après. Snapchat, voilà, c'était vraiment un peu la deuxième ère d'Internet. Et aujourd'hui, depuis quelques années, on rentre dans la troisième ère, qui est tout ce qui est blockchain, crypto-monnaie, NFT. Donc, je peux donner aussi la définition de tous ces termes, évidemment, et metaverse. C'est vrai qu'on en entend beaucoup parler. Vous avez entendu le buzzword avec notamment le groupe Facebook qui s'est renommé Meta. C'est tout simplement pour créer une transition et marquer sa transition vers le metaverse. Le metaverse, c'est rien d'autre qu'un monde virtuel sur lequel on peut vivre des expériences. Donc les gens, ils s'imaginent tout de suite que la vie, c'est fini et qu'on va tout de suite passer dans un monde virtuel et que c'est terminé. On va être dans un jeu vidéo toute sa vie. Alors que c'est pas forcément ça. Le metaverse, c'est simplement vivre des expériences qui vont être à la chevauchée entre le réel et le virtuel. Donc, par exemple, aujourd'hui, une marque peut lancer un metaverse où il va juste y avoir des expériences qui vont être en réalité augmentée ou toutes ces choses-là, juste avec même un téléphone ou ces trucs-là. C'est du metaverse. Aujourd'hui, même un réseau social, en fait, quand on y pense, quand on y réfléchit vraiment bien, Instagram, c'est un peu un metaverse parce que quand tu es sur Instagram, tu es déconnecté du monde réel, Mm. tu es sur Instagram.
C'est juste qu'il n'y a pas de 3D, c'est pas un monde qui ressort, on n'est pas dans un monde parallèle physiquement. Et le metaverse, ça va être petit à petit être de plus en plus dans le digital, mais le full digital, c'est-à-dire vivre complètement dans un jeu vidéo comme dans Ready Player One, mais ça ne sera pas avant 20 ans si ça arrive un jour. Là, on va commencer à expérimenter des expériences digitales, que ce soit peut-être, je ne sais pas, voir un défilé de mode mais dans le metaverse, c'est-à-dire on va le voir de manière digitale. Ça peut être des expériences avec d'autres marques digitales. Et c'est en train de se construire tout autour de nous. Et en fait, il y aura même plusieurs metaverses. Chaque metaverse aura des objectifs. Microsoft est en train de bosser sur son metaverse où en fait les gens pourront faire des réunions professionnelles. Facebook aura son metaverse et il y a d'autres metaverses qui existent, notamment The Sandbox, Decentraland. Il y en a d'autres et chaque metaverse aura un but précis par rapport à des utilisateurs. C'est comme aujourd'hui, il y a plusieurs réseaux sociaux, il y a plusieurs réseaux, il y a Facebook, il y a Instagram, il y a Snapchat. Ça va être un peu la même chose. Ouais. Donc, il y en aura plusieurs. Ouais, et dans ces metaverses, pour expliquer juste le mot NFT, donc dans ces metaverses, on peut retrouver des NFT. Alors, un NFT n'est pas forcément dans un metaverse, mais ça, on l'expliquera. Juste après, on pourra détailler. Mais aujourd'hui, un NFT, c'est tout simplement un certificat d'authentification et de certification sur la blockchain. Par exemple, aujourd'hui, vous achetez un billet d'avion. Ce billet d'avion, déjà, vous n'avez pas la preuve que c'est le vôtre, à part que c'est écrit votre nom dessus, mais ce n'est pas ancré dans le marbre. Il pourrait y avoir quelqu'un d'autre qui a un ticket avec votre nom, vous ne le sauriez pas. Voilà, personne ne pourrait le savoir. Et aujourd'hui, vous ne pouvez pas vendre votre billet d'avion. Grâce à la blockchain et au NFT, si votre billet d'avion est un NFT, vous pourrez voir dans le registre, donc dans la blockchain qui est accessible en ligne, sur Internet, sur Etherscan, etc., ou sur OpenSea où on peut acheter et vendre des NFT, vous pourrez voir que vous êtes le seul détenteur de ce billet d'avion. Vous pourrez le transférer, le vendre, en faire ce que vous voulez. Et ça va être valable pour plein de biens aujourd'hui. Par exemple, vous pourrez aussi vérifier que vos chaussures sont authentiques. Aujourd'hui, les Nike, quand vous achetez des éditions limitées, ça peut être des fausses. Ou alors, ils peuvent vous dire qu'ils n'en ont créé que 1000 et en fait, il y en a 2000, vous ne le savez pas. Par contre, grâce à la blockchain, vous pourrez scanner vos chaussures et voir qu'il n'y en a bien que 1000 et c'est ancré dans la blockchain et vous pourrez vérifier qu'elles sont bien évidemment authentiques. Donc ça, c'est des utilisations, il y en a plein d'autres, mais c'est plutôt cool et ça permet vraiment de passer à un niveau supérieur dans la transparence. Ah, c'est sûr, hein. Pour en revenir sur le métaverse, moi, j'ai un petit peu du mal à imaginer, tu vois, le futur dans le métaverse, mais c'est vrai que je vois déjà des applications concrètes d'être un petit peu dans une réalité virtuelle. Alors peut-être que je suis à côté de la plaque, mais je fais le parallèle avec le casque Oculus que j'ai. Bien sûr. C'est pas pour leur faire de la pub, mais c'est super bien en fait. Tu vois, de temps en temps, tu c'est passes un Facebook, peu de ça. temps. C'est Ouais, Meta. ouais, ouais, bah oui, en l'occurrence, oui. Peut-être que c'est d'ailleurs, c'est peut-être un peu pour ça. Peut-être que c'est pour ça qu'ils ont racheté la marque. Peut-être que c'est en lien avec le métaverse, Bien etc. sûr. Mais en parallèle, tu vois, il n'y a pas très longtemps, je crois que c'est le PDG de Carrefour qui a fait quelque chose comme une. Non, il a fait une réunion avec des candidats. Ouais, entretien, non? Ouais. Ça. Et c'était, tu vois, la vidéo, on voit sur la vidéo le truc. Tu vois, c'est vraiment le début, quoi. C'est super, c'est pas très précis. Euh, c'est vraiment le tout début, tu vois. Les graphismes sont vraiment mauvais. Ouais, C'est pas du ouais. tout réel et tout. Donc je me dis à Mais la sur fois des il y a bêtas, des. quoi. Ouais, c'est ça. À la fois il y a des choses déjà qui existent qui sont cool, mais à la fois il y a vraiment des choses, c'est vraiment brut, quoi. Ouais, complètement. Ouais, Et tu vois que il y a, alors on ne voit pas forcément aujourd'hui parce que c'est en cours de développement, mais tu as quand même beaucoup, même des événements qui utilisent de plus en plus ce mélange. Alors on appelle ça le phygital, hein, le mélange entre le digital et le physique, mm, où tu vas vraiment expérimenter des expériences un petit peu comme ça. Ça se fait de plus en plus dans la mode, ouais. où tu vas aller à des événements et ils vont te proposer des expériences où tu vas interagir avec du digital, avec de la technologie, des choses comme ça. Je pense qu'à Vivatech, cette année, Vivatech, c'est dans un mois. Je pense que ça va être assez incroyable. Il va y avoir plein de trucs de phygital. Et on passe du coup sur le phygital. Et ensuite, on va passer sur du, entre guillemets, pur metaverse. Mais le 100% metaverse, c'est vrai que c'est pas pour tout de suite, à Ouais, part avec l'Oculus, sauf si tu passes ta journée qu'un Oculus ouais. sur la tête. Mais Ouais, c'est pas très naturel de passer sa journée dedans, quoi. Donc ouais, j'ai du mal à imaginer un futur où on est vraiment dans le métaverse, tu vois. Peut-être que ce serait, tu vois, je suis dans la fiction, mais un truc, un espèce de sas où tu arrives dedans et en fait, en mode Code Lyoko, tu vois. ouais, mais je pense qu'il va y avoir des trucs beaucoup plus poussés qui vont arriver petit à petit, mais ça demande du temps. C'est comme, tu vois, quand il y avait les premières pages web avec juste du texte, on se disait, mais attends, bientôt je pourrais parler à d'autres gens, mais n'importe quoi, qu'est-ce que tu racontes, ça arrivera jamais. Et Ouais. c'est arrivé, tu vois.
Donc, en fait, c'est juste qu'aujourd'hui, technologiquement parlant, on a du mal à se projeter. Je pense par contre que ça va arriver. Mais c'est clair que je crois que j'avais lu une étude qui disait que genre dans 5-6 ans, on sera 10% ou 5% maximum dans le metaverse. Donc, pour les Ok. 80% du temps, on a encore 25 ans, quoi. Ouais, non, mais c'est sûr. Et c'est quoi le lien tu vois, on parle de métaverse, on fait souvent le lien entre ça, les NFT, les crypto-monnaies. Sauf que tu vois, être dans un monde un peu virtuel, c'est pas forcément lié à un NFT et c'est pas forcément lié non plus à un token, à une crypto. Et pourtant, ces trois univers, enfin, le champ sémantique de ces trois mots, il est tout le temps un petit peu dans la même bulle. Est-ce que tu saurais m'expliquer pourquoi? Ouais, en fait, c'est-à-dire que le metaverse, les NFT et la crypto, c'est trois éléments qui peuvent faire partie d'un écosystème. En général, c'est un écosystème tel qu'un jeu vidéo. Tu vois, aujourd'hui, Fortnite, honnêtement, c'est un metaverse, hein, Fortnite. Ouais, ouais. Les gens se retrouvent dans Fortnite, ils sont déconnectés de la réalité. Et imaginons que Fortnite, ils décident, alors je pense pas qu'ils le font à court terme parce que rechanger un jeu, c'est compliqué, il faut repartir de zéro, je pense, mais imaginons que Fortnite te dise, OK, tous les éléments du jeu, tu peux les posséder, tu peux te les échanger contre du vrai argent. Et tous ces éléments, c'est des NFT. Et tu peux te les échanger avec une crypto qui serait interne au jeu. Donc en fait, ça te permettrait, tu joues à Fortnite, tu as une arme, ça te permettrait de la revendre contre la crypto du jeu, donc de la transférer à quelqu'un, savoir combien il y en a précisément dans le jeu, donc quantité limitée, etc., etc. Tu peux voir à qui ça appartient, et ça te permettrait vraiment de posséder les autres éléments du jeu. Alors je ne joue pas à Fortnite, je ne connais pas forcément tous les éléments, mais de posséder tous les éléments du jeu. Et ça couple du coup les trois éléments. Donc aujourd'hui, en général, quand on parle de ces trois éléments regroupés, c'est souvent un univers de C'est un gaming. play to earn, ouais. Mm. Voilà, un play to earn, on passe maintenant vers même du play and earn. Ok. Parce que le problème du play to earn, c'est quoi? C'est qu'on te dit, quand tu dis play to earn, on t'indique jouer pour gagner. Et le problème de jouer pour gagner, c'est que tous ces jeux-là qui ont créé des jeux play to earn, il y en a 99% qui se sont effondrés ou qui vont s'effondrer parce que le principe même du jeu est trop basé sur gagner de l'argent. Et quand tu joues pour gagner de l'argent, tu dénatures le jeu et le jeu il est plus intéressant. Ce qu'il faut, c'est créer des jeux où le jeu va être suffisamment intéressant et cool et addictif pour que même s'il n'y a pas de gain d'argent, tu y joues. Et Ouais. aujourd'hui, c'est le cas des League of Legends, des Warcraft, des Fortnite. Tu ne gagnes pas d'argent, mais c'est tellement bien que tu y joues. Ouais. Et aujourd'hui, les jeux qui vont fonctionner, ça va être ces jeux-là qui, en plus de ça, vont intégrer le système de récompense et de reward. Et quand les jeux créeront des jeux de ce standing et qu'ils intégreront le système de earn, de gagner, bah là, c'est des jeux qui vont perdurer. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Tous les jeux, c'était un peu des clics-boutons. C'est appuies sur un bouton et 10 minutes après, tu gagnes de l'argent. Donc forcément, le jeu, l'économie complète du jeu, elle n'est pas viable. Mm. Donc c'est assez compliqué. Mais effectivement, ces trois mots, ils sont souvent liés, mais peuvent être aussi séparés. Par exemple, tu peux acheter un NFT qui est, par exemple, un singe que tu mets en photo de profil, et c'est pas obligatoire qu'il soit dans un metaverse. C'est pas non plus obligatoire qu'il soit lié à une crypto. Tu vois. Ouais. Simplement, il est lié à la blockchain. Et ça, c'est obligatoire. Et une crypto est aussi liée à la blockchain. Ok. Ça, Donc c'est le aussi lien, il est là, obligatoire. en fait. Le vrai lien, il est là. Voilà. C'est que c'est lié à la blockchain Après, dans les deux cas. voilà. Mais un metaverse n'est pas forcément lié à la blockchain. Oui, Par exemple, oui. tu peux créer un metaverse pour ta marque de luxe. Ouais. La blockchain ne rentre pas forcément en compte. Par contre, dès qu'on parle d'assets et de biens digitaux ou de monnaie digitale, il y a la blockchain qui doit être intégrée. Ok. Ok, ça marche. Euh, Toi, aujourd'hui, donc, toi, tu es de plus en plus, quasiment exclusivement, dans une activité autour de la crypto, notamment des NFT. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu ce que tu fais? Tu me l'as dit un petit peu en off, mais tu vas pouvoir peut-être un peu plus détailler à l'antenne. Ouais, grave. Grave. Alors aujourd'hui, je fais plusieurs choses. Alors ça évolue très vite parce que forcément, d'une part, le marché évolue vite. Le monde des NFT et de la crypto évolue très vite. Mais aussi, mes envies et mes découvertes font que je fais aussi des sélections parce qu'il y a énormément d'opportunités. Ouais. Tu as un peu envie de tout faire. Et la loi dans la vie, c'est que souvent, pour réussir, il faut focus. Et du coup, il faut faire des choix. Donc, il y a des choses que j'arrête, d'autres que je recommence, tu vois. Et je regarde aussi ce que j'aime et ce qui est intéressant et ce qui me passionne. Donc aujourd'hui, il y a plusieurs choses que je fais. La première chose, et celle qui est visible aux yeux de tous, c'est la création de contenu. Donc je crée du contenu sur les NFT avec un rythme qui n'est pas forcément régulier. Parfois, Mhm. c'est 2-3 vidéos par semaine. Parfois, ça va être une par semaine. Ça va dépendre. J'essaye au moins de faire une vidéo par semaine où mon but, ça va être vraiment d'éduquer les gens au Web3 et au NFT et de permettre aux gens de découvrir ce milieu-là, de se lancer avec des réponses à leurs questions Ouais. sur un milieu qui peut paraître un peu dark,
et sur un milieu où il y a beaucoup de gens qui crient à l'arnaque alors que, on pourra en parler, c'est pas du tout le cas, sauf sur certains points. Et dans tout milieu innovant, il y a forcément Ouais. des gens qui sont opportunistes. Hmm. Donc, il y a vraiment cette partie création de contenu, un peu sur TikTok aussi, mais là, c'est plus pour le fun. Et à côté de ça, après, j'ai du contenu notamment sur mon Telegram, où je partage beaucoup de contenu Web3. Il y a plus de 6000 personnes qui me suivent. Euh, Ensuite, j'ai aussi un Discord privé. Donc, c'est un Discord sur lequel on parle NFT. Je fais des lives aussi toutes les 2 semaines avec la communauté. On est quelques dizaines en live. Et du coup, je vais décortiquer le marché, certains projets intéressants, et je vais répondre à toutes les questions de la communauté. Donc, c'est un club sur lequel il y a à peu près 250 personnes. Et on va partager aussi des actus sur le monde des NFT. Et on va partager aussi des projets intéressants sur lesquels, parfois, on peut faire gagner des NFT gratuits ou des whitelists. Et le but, c'est vraiment de faire profiter cette communauté qui évolue en fait avec moi au sein du Web3. Voilà, dès que je découvre un truc Ouais. intéressant ou dès que j'ai un truc à dire, eh ben, je le partage en priorité à cette communauté. Donc ça, c'est plutôt cool. Et le dernier truc qui est aujourd'hui, ce qui me prend le plus de temps, c'est donc je suis cofondateur d'un studio d'incubation de projets NFT qui est sorti il n'y a pas longtemps. Alors au début, on était plus en tant qu'agence marketing blockchain, donc bosser sur des projets d'ICO et NFT où on faisait du marketing. Aujourd'hui, on a laissé un peu de côté la crypto et on est vraiment sur des projets NFT où on va agir en tant que studio d'incubation, c'est-à-dire qu'on va prendre le projet NFT. Nous, on a créé des process, on a créé des méthodes pour faire exploser un projet NFT parce que je passe énormément de temps, notamment à scruter le marché, voir Mhm. ce qui marche pas, à acheter aussi des NFT, bien sûr, parce que je suis collectionneur. Donc, vraiment à tout observer. Je connais Twitter par cœur, je commence à avoir de bonnes relations sur le marché international des NFT, dans les projets, etc. Et du coup, nous, on va apporter toute cette connaissance qu'on a et tout ce réseau qu'on a à des projets. Plus évidemment notre connaissance marketing du marché, parce que c'est le marketing qu'il y a sur le Web 2 et le marketing qu'il y a sur le Web 3, c'est totalement différent. C'est pas du tout le même marketing. C'est plus sur Twitter et sur Discord. Donc, on va apporter toute cette patte, toute cette connaissance et ce réseau. Et on va aider des projets NFT à bien évidemment fonctionner, à réussir, à atteindre leur cible, à créer de la hype, à créer une communauté, à construire, parce que le plus important, c'est de construire sur le long terme et à avoir un lancement réussi, tout simplement. Donc, grâce un peu à toutes ces choses qu'on met en place, évidemment qui bougent très vite du jour au lendemain, des méthodes peuvent ne plus fonctionner. Donc, on est vraiment agile là-dessus et adaptable. Et notre but, c'est vraiment de faire exploser des projets en les propulsant tout simplement avec nos connaissances, quoi. Ok. Toi, tu achètes des NFT, t'es collectionneur. Comment tu t'y prends pour sélectionner un bon NFT? Et pour les personnes qui nous écoutent, qui sont un petit peu amatrices, amateurs, je sais pas si ça se dit. Tu vois, si quelqu'un Mm. va, je sais pas si ça se dit, c'est pas grave, hein, vous me direz. Euh, Si là, on a des personnes qui vont sur OpenSea, qui se disent, tiens, ce projet il a l'air cool, je vais essayer de le flipper, tu vois. J'avais vu ça sur un Telegram. C'est quand un projet sort, en fait, tu l'achètes et en fait, tu vas le revendre un petit peu assez rapidement. Comment tu fais, toi, pour sélectionner un bon projet, à la fois pour du court terme et à la fois pour du long terme? Alors, les Concrètement, comment critères gagner peuvent de être l'argent? différents. Ouais, excuse-moi, hein. Ouais. Non, non, bien sûr, tu as raison. Alors, les choses les points de vue peuvent être différents et les méthodes aussi. Ce qu'il faut savoir, c'est que effectivement, dans les NFT, tu as deux solutions. Soit tu vas acheter un projet pour le revendre, on appelle ça du flipping, et c'est un peu comme faire ça sur le Bon Coin ou je sais pas où. Voilà, ça existe. Moi, je l'ai fait un petit peu au début, je le fais de moins en moins parce que je crois tellement au truc sur le long terme que j'essaie d'acheter des bons projets que je vais garder. Mais il est possible de le faire et c'est OK. C'est-à-dire que c'est OK de vouloir gagner de l'argent, il n'y a aucun problème. Il ne faut pas voir ça comme. Il y a des gens qui disent ah, c'est mal et tout, mais on s'en fout. Ouais. Ce qui compte, c'est juste d'être OK avec sa stratégie et ce qu'on a envie de faire. Donc, il est possible de acheter un NFT, le revendre quelques minutes ou quelques heures après. Ça, c'est la première méthode et on y reviendra. La deuxième méthode, ça va être d'acheter un NFT parce qu'on croit en le projet et de le garder sur le long terme comme un investissement. Pour cette dernière méthode, euh, moi, je regarde plusieurs choses. Déjà, je regarde l'art du projet. Est-ce que l'art, parce qu'en général, ce qu'on achète, ça va être en ce moment, ce qui est à la mode, c'est tout ce qui est collectible, donc tout ce qu'on peut collectionner, et tout ce qui est photo de profil qu'on peut mettre en photo de profil, sur notamment Twitter, Instagram et les réseaux sociaux. Donc le premier truc que je regarde, c'est l'art. Est-ce que l'art, je trouve stylé? Est-ce qu'il est intéressant? L'art, c'est subjectif. Par contre, on peut se dire, OK, cet art-là, je l'aime, cet art-là, je l'aime pas. Donc si on n'aime pas l'art, déjà, il y a un premier blocage. Le deuxième truc que je regarde, et ça c'est ultra important, il y a très peu de gens qui le font, c'est l'équipe, la team. Ah oui. Investir dans un projet NFT, c'est comme investir dans une startup.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je vous propose d'investir dans une startup, mais que je ne vous dis pas quelle équipe et ce qu'ils font, bah, vous allez dire non. Et bien, les projets NFT, ça doit être pareil. Si vous ne connaissez pas la team, dans 99% des cas, il peut y avoir des exceptions et on en parlera peut-être, mais dans 99% des cas, il ne faut pas investir dans ce projet NFT. Ce qu'il faut, c'est regarder ce que fait la team. Est-ce que déjà, ils se dévoilent librement? Parce qu'il y a des gens, on peut aller voir sur leur Twitter, mais on ne sait pas qui c'est en vrai. Est-ce qu'ils se dévoilent librement? Est-ce qu'on sait ce qu'ils ont fait avant? Par exemple, il y a des projets NFT, on sait que les fondateurs, ils ont bossé chez Facebook, ils ont bossé chez Google, ils ont déjà lancé une boîte avant. Donc ça, c'est rassurant. Tu te dis, il y a quand même une probabilité de succès qui est largement supérieure parce que les mecs, bah, ils ont déjà lancé des boîtes avant, c'est des entrepreneurs, ou c'est des mecs qui sont dans le Web 3 depuis 5 ans, et les mecs, ils sont ancrés, ils sont bons, ils sont là et ils sont là pour rester. Donc, il faut regarder ça. Ensuite, par rapport à cette team, quelle est la vision? C'est quoi leur vision avec le projet? Est-ce qu'ils lancent juste un projet pour gagner de l'argent ou est-ce qu'ils ont une vraie vision derrière de construire quelque chose? Ça, c'est important à regarder parce que bah, ça va aussi déterminer la qualité du projet. Et aussi, je regarde les utilities. À quoi va servir le NFT? Est-ce qu'on achète un NFT qui est en train de construire une marque? Parce qu'il y a des marques digitales qui sont en train de se construire aujourd'hui, donc ils sont en train de construire une marque. Est-ce que ce NFT va appartenir à un jeu vidéo? Est-ce que ce NFT va me permettre de faire partie d'une communauté, faire partie d'un club? Voilà, regardez absolument à quoi va servir le NFT. Et ensuite, je regarde pas mal d'autres choses. L'engagement sur les réseaux sociaux. Est-ce que la communauté est fidèle? Est-ce que la communauté interagit beaucoup? Quel est le prix du NFT? C'est plein d'éléments que je regarde. Est-ce qu'il y a du volume sur le marché secondaire ou est-ce que ça fait 6 jours qu'il n'y a personne qui en a acheté un? C'est des éléments qu'il faut regarder. La deuxième chose, donc quand on parlait du flipping, c'est différent. Flipping, je vais plutôt regarder est-ce qu'il y a de la hype autour du projet. Parce qu'il peut y avoir de la hype. Juste, je me permets de te couper. Là, donc, les conseils que tu viens de donner, c'est pour un investissement plutôt sur le moyen long terme. Sur du moyen long terme, en sachant qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être aussi fonctionnelles pour de l'achat-revente, donc du flipping. Par exemple, si la team elle est cool et qu'ils ont déjà fait les choses avant, etc., on peut le flipper aussi. Ouais. Mais c'est juste que quand tu fais du flipping, tu peux aussi prendre des projets où tu n'as pas trop d'infos sur la team. Si le projet, il y a de la hype autour, à court terme, tu peux faire un bénéfice. Par contre, à long terme, ça va se casser la gueule. Ouais, bien sûr. Tu vois. Et j'ai vu beaucoup de projets où à court terme, ça marchait très bien. Tu peux faire des gros flips où tu peux gagner plusieurs dizaines de milliers d'euros. Par contre, à long terme, genre même à moyen terme, en quelques mois, ça s'est cassé la gueule. Donc, l'idée, quand on fait du flipping, ça va être de trouver des projets où il y a de la hype. Donc, la hype, c'est qu'il y a beaucoup d'engouement. Ça ne veut pas dire que ça va fonctionner sur le long terme. C'est-à-dire que sur le moment, à l'instant T, il y a de la hype. Donc, tu regardes s'il y a des projets où il y a de la hype, s'il y a beaucoup d'abonnés, il y a beaucoup d'interactions, tout le monde en parle sur Twitter, etc. Il faut trouver ces projets-là. C'est des projets qui, en général, vont avoir une période de lancement. Donc, on appelle ça un mint. C'est-à-dire qu'ils vont annoncer une date et ce jour-là, il faudra acheter le NFT sur leur site Internet. D'accord? Et une fois que les NFT sont achetés sur le site Internet, ils passent directement sur OpenSea, qui est la marketplace de marché secondaire. Et sur ce marché secondaire, on peut acheter, n'importe qui peut acheter. Alors qu'au lancement, parfois, si on arrive trop tard ou quoi, ou qu'on n'est pas sélectionné, on peut ne pas pouvoir acheter. Sur le marché secondaire, on peut acheter. Donc, ce qu'on regarde en général, c'est le volume. Est-ce qu'il y a beaucoup de ventes? Du volume, en général, quand il y en a beaucoup, il y a une vente par minute. Il y a des projets, il y a même 10 ventes par minute après le lancement. Donc, il faut regarder. Est-ce que qu'est-ce qu'on peut regarder d'autre? Donc, la team aussi, c'est important. Est-ce qu'il y a la hype? Est-ce que le prix est en train de monter? Est-ce qu'il est en train de descendre? À quel moment est-ce qu'on en est? Est-ce que le NFT a été révélé ou pas? Parce qu'il faut savoir qu'en général, quand on l'achète sur des sites internet, enfin, sur un site de lancement, le site de la collection, parfois, il n'est pas révélé immédiatement. C'est-à-dire que tout le monde a le même NFT et on ne sait pas encore si on a un rare ou pas dedans. Okay. Donc, est-ce qu'on est à ce moment-là ou est-ce qu'ils ont été dévoilés et tout le monde sait ce qu'on a? Parce qu'en général, une tactique qui marche, c'est d'acheter un NFT juste après le mint, donc juste après que le lancement se soit passé, et ensuite d'attendre et de le revendre juste avant le reveal. Ouais. Pourquoi? Parce que souvent la hype monte juste avant le reveal, quelques minutes avant. Et souvent, alors il y a une époque, ça marche de moins en moins, mais il y a une époque où quand on faisait ça, on pouvait gagner un 20-30% très facilement juste avant le reveal. Parce que le problème, c'est qu'après le reveal, qu'est-ce qui se passe? C'est que les moins rares, ils font baisser le prix. Donc, c'est-à-dire que par exemple, si les NFT, le moins cher était à, allez, on va dire 2 Ethereum juste avant le reveal, après le reveal, le moins cher, les moins rares, ils vont baisser et ça peut baisser à 1 Ether. Et les plus rares vont se vendre à 10, 20, 30 Ether. Donc, il faut vraiment faire attention à ça. Et là où il faut le plus faire attention quand on fait du court terme, donc de l'achat-revente, du flipping, c'est faire attention aux frais. Parce que quand on va vendre un NFT, on va avoir des frais. Les frais pour la plateforme OpenSea et les frais
pour la collection, parce qu'il y a des royalties sur chaque collection, qui Mhm. sont entre 0 et 10%. Donc, si on a une collection qui a mis 10% de royalties et OpenSea prend 2,5%, ça fait que lorsqu'on va vendre, on va perdre 12,5% de la vente. Donc, si on fait par exemple un achat à 2 Ethers sur le marché secondaire et qu'on le revend à 2,2, et ben au final, on va être perdant parce qu'il y a les royalties qui vont nous manger notre marge. Donc ça, c'est très important de bien étudier tous ces éléments quand on fait du flipping. Ok. Et comment tu fais pour... Est-ce que toutes ces infos, elles sont dispo sur OpenSea? Moi, j'ai jamais fait, en fait, hein. Tu vois, en Ouais. termes de volume, en termes de royalties sur les ventes, tout ça, c'est dispo sur OpenSea, c'est à peu près Ouais. clair ou il faut aller En, fouiller un en- petit en peu fait, plus? quand tu vas sur OpenSea, tu vas sur la page d'une collection. Et sur la page d'une collection, tu as un petit onglet qui s'appelle Activity. Et quand Ok. tu cliques dessus, tu peux voir toutes les ventes. Ok. Donc, tu peux voir s'il y a une vente par heure, s'il y a une vente par minute, s'il y a une vente toutes les 20 secondes. Ouais. Donc, s'il y a une vente par heure, déjà pour faire du flipping, c'est Compliqué, compliqué. ouais. Ouais. Par contre, s'il y a une vente par minute, et en général, après un lancement, il y a une vente par minute ou deux ou trois, eh bien, tu peux le voir directement. Et pour le pourcentage, euh, tu peux cliquer sur n'importe quel NFT de la collection. Tu cliques sur acheter et tu auras le pourcentage que Ah, prend le d'accord. Ok. créateur de la collection qui Ouais. s'affiche Ouais, donc, moi, c'est clair. sans Ok. acheter. Ouais, bien Tu n'es sûr, pas, bien tu, t'es sûr. pas obligé d'acheter, tu Ouais, vois. bien sûr. Ouais. Ouais. Et c'est les Et, données que tu retrouves. ouais. Et comment tu les trouves, ces projets? Puisque, enfin, je veux dire, comment tu sources tes potentiels projets qui peuvent être intéressants à flipper ou alors à investir sur le long terme? Alors, il y a plusieurs choses. Il y a déjà, effectivement, c'est le fait d'être dans les NFT depuis maintenant quasiment un an et demi. Donc, c'est-à-dire, enfin, du moins, observer le marché. Il y a déjà cette expérience de maintenant, j'arrive très rapidement à savoir quand un projet est mauvais, parce que j'ai une checklist justement, est-ce que la team, on sait qui c'est, est-ce que machin, est-ce que truc, Ouais. tu vois. Donc, avec tous ces éléments, déjà, j'arrive déjà à voir assez rapidement si c'est un bon projet ou pas. Ouais. Ensuite, en numéro 2, sur OpenSea, tu peux lister les collections par volume. Par exemple, dans les 30 derniers jours, quelles sont les collections qui ont le plus de volume, dans les 100 derniers jours, et puis à vie. Donc, en triant à vie, tu peux voir quelles sont les collections qui ont le plus de volume. Et en général, les 20 premières collections, bah, c'est les 20 meilleures, c'est les 20 qui ont le plus de personnes qui ont le floor price, c'est le prix Ouais. plancher hein, le plus élevé. C'est les CryptoPunks, c'est les Bored Ape, c'est les clones Hmm. X. Donc, c'est toutes les grosses collections qui sont assez dures maintenant à intégrer, bien évidemment, parce qu'il faut lâcher un très, très gros billet. Mais c'est en général comme ça que tu vas repérer les bonnes collections. Et après, le plus dur, et ça, c'est le plus dur, et ça fait partie aussi du charme du truc, c'est comment repérer les collections, ces collections-là, donc qui sont très dures à intégrer, comment les repérer quand elles sont au début. Ouais. Eh bien, pour faire ça, il faut vraiment être dans l'écosystème. Donc, être sur Twitter, se balader, suivre les comptes des personnes qui sont là depuis 4-5 ans, qui vont tweeter des trucs intéressants ou qui vont aller suivre des projets. Et moi, c'est vraiment un travail de long terme, c'est-à-dire que je suis tous les comptes hyper intéressants dans les NFT aux États-Unis qui parlent en anglais, etc. Je vais regarder de quoi ils parlent. Quand ils postent sur un projet, je vais checker. Je regarde dans quel projet ils rentrent, je regarde quel projet ils ont acheté. Et après, voilà, tu as aussi évidemment une part de chance, c'est-à-dire que parfois tu penses rentrer dans un super projet et au final c'est de la merde. Parfois Hmm. tu penses rentrer dans un mauvais projet et parfois il est bien. Alors ça c'est rare, mais ça arrive. Hmm. Euh, et du coup, c'est vraiment tous ces éléments-là qui font que il faut se plonger dans l'écosystème. Ouais. Si on veut pas se prendre la tête et qu'on a du capital, bah c'est simple, on arrive, on va dans le top 20, on prend les collections vraiment intéressantes et qui nous plaisent, et on appelle ça des blue chips en général. Ah C'est oui. comme dans les actions, c'est acheter du Amazon, du Ouais. Netflix, du Apple. Et sinon, il y a, ok, je prends plus de temps tous les jours, j'observe un peu sur Twitter ce qui se passe, je vais suivre des comptes intéressants et j'essaye de me faire mes propres avis. Il y a évidemment des erreurs qu'on va faire. Moi, je fais plein d'erreurs, j'ai acheté plein de conneries. Mais ça, après, on apprend Ah, c'est et comme on ça, comprend ses quoi. erreurs, quoi. Hmm. Ouais. Est-ce que tu as des exemples de comptes Twitter qui sont intéressants que toi tu suis, par exemple? Ouais, alors il y a par exemple Pranksy, donc c'est arrobase Pranksy, c'est Pranksy. Lui, c'est un collectionneur de NFT depuis 2017. Ok. Donc c'est un des tout premiers, c'est un des plus gros traders au monde de NFT, donc c'est D'accord, ouais. un des mecs qui est dans le top 10 volume. Et il faut savoir que lui, il avait minté, donc participé au lancement l'année dernière des Bored Ape, et il en avait acheté au lancement plusieurs centaines, et c'était à 0,08 Ether, donc c'était que 200 dollars à l'époque, hein. Aujourd'hui ça vaut 200 000 dollars, hein, le Ouais. singe. À l'époque c'était 200, et il en a acheté des centaines et des centaines au lancement. Et il avait tweeté, je viens d'acheter ça, donc pour ceux qui ont suivi, bah, ils sont quasiment millionnaires, quoi. Ils ont Ouais. gardé leur. Est-ce que Donc il y c'est a pas... lui. Ouais, vas-y, vas-y, ouais, ouais, vas-y. T'en vas un autre. Ouais, Il y a vas-y, lui. ouais, ouais. Après, il y a 6529.
qui est un CryptoPunk qui est très très reconnu sur Twitter. 65-29, c'est ça, quoi. Genre Ouais, 6-5-2-9. ouais, il a Ok, 300 000 abonnés, je crois, si tu le ok, trouves. ça Alors, il y a marche. Gary Vee aussi, forcément. Alors, Ah lui, oui, il tweet pas forcément sur des projets, mais parfois, c'est intéressant. Gary Vee. Euh, ouais, qui Gary peut y Vee, bien avoir sûr. d'autres? En vrai, j'en connais plein, parce que là, dans ma tête, Ouais, il y mais a c'est plein qui bien, se là. fourmillent. Il y en a trois. Ouais, C'est quand même une c'est des bonne profils base pour différents. démarrer, hein, de toute façon. 65-29, c'est vraiment le puriste qui est là depuis des années. Pranksy, pareil, mais plus sur les NFT, alors que 65-29, c'est NFT crypto. Hmm. Et Gary Vee, c'est vraiment plus mainstream, le mec Ouais. qui va éduquer la Terre entière, quoi. Ouais, tu m'étonnes. Tu m'étonnes, tu m'étonnes. Ça marche. J'avais une question qui est partie là. C'était sur ce que tu disais tout à l'heure. Puis en fait, après, je suis parti sur les exemples de gars sur Twitter. Euh, je parlais des Bored Ape, le mec qui en a Non, mais minté ça va me plusieurs revenir. centaines au lancement. Non, mais ça va me revenir. Mais de toute façon, j'avais d'autres points à aborder. Tout à l'heure, tu disais que le marketing était radicalement différent d'un business en ligne classique. Tu disais que c'était plutôt sur Twitter et Discord. Est-ce que tu peux développer un petit peu comment on market un projet Ouais. crypto et en quoi ça diffère d'un business en ligne un petit peu plus classique? Alors, un business en ligne, en général, euh, ce qui va se passer, c'est que déjà les procédés marketing, c'est-à-dire comment tu vas attirer du trafic, Hmm. c'est assez différent. Déjà parce que business en ligne, tu vas faire la pub Facebook, tu vas faire la pub Ouais. Google, tu vas utiliser les influenceurs sur Instagram, tu vas créer un blog, tu vas faire du SEO. On est sur ces biais-là. Déjà, dans le marché NFT et crypto en général, c'est Twitter, Discord. C'est juste que les canaux de communication, déjà, ne sont pas les mêmes. Donc, l'audience n'est pas la même. On est sur une audience Twitter, Discord qui est beaucoup plus euh, déjà innovation forcément, un peu avant-gardiste, en avance sur les choses, et beaucoup plus dead-gen. Donc c'est beaucoup plus un peu cet univers jeu vidéo, un peu cet univers, je ne sais pas Un comment peu geekos, expliquer, quoi. voilà, un peu geekos exactement, alors que dans le Web 2, pas forcément, la cible elle est déjà beaucoup plus large, Ouais. parce que forcément que tu vends des sandales ou des barres de céréales, c'est pas du tout la même chose. T'as pas du tout la même cible et tu vas Non, te bien vendre sûr. vraiment différemment. Mais t'as les mêmes Et canaux, quoi. C'est... voilà, c'est ça. Et un autre truc, c'est que ton produit dans le NFT, il est complètement différent. Dans le NFT, tu ne vends pas un produit, Ouais. tu vas vendre une vision. Alors que quand tu fais du marketing sur Web 2, tu vas vendre ta formation, tu vas vendre une promesse, etc. Là, c'est différent. Tu ne vends pas comment maigrir en 30 jours, tu vois. Hmm. Tu vends vraiment une vision et un art et une équipe. Voilà. Donc, ça va vraiment être basé sur ça. Et le but, c'est de créer une communauté. Tout est basé sur la À communauté. la communauté, Ce, ouais. ce qui se passe dans le Web 2, c'est qu'aujourd'hui, tu balances de la pub à gogo sur Facebook, tu peux vendre plein de produits. Ouais. Dans la NFT, ça ne marche pas. Il faut créer une communauté autour de ton projet et propulser ton projet grâce à la communauté. C'est que comme ça que ça marchera, parce qu'il faut savoir que tous les membres de ta communauté vont participer au succès de ton business et de ton aventure. Donc, par exemple, tu vois, si dans le Web 2, si tu n'as pas de communauté, c'est pas grave. Dans le Web 3, si ta communauté, elle juge que ton projet devient nul ou si tu n'avances plus ou si tu délivres pas, eh bien, ils peuvent revendre ton NFT et ils font plus partie de ton projet. Donc, Hmm. tu as vraiment cet effet de la communauté est partie prenante du projet. C'est un élément, quasiment l'élément le plus important dans ton projet. Et sans ta communauté, ton projet, il n'est rien. Hmm. Ouais, non, mais je vois. Oui, c'est sûr que c'est beaucoup plus. C'est un petit peu l'idée que j'avais, tu vois. Un peu plus, comment dire, ouais, communautaire, tandis que le business en ligne classique, c'est un peu plus vertical. C'est une relation Ouais. one-to-one, un petit peu. La communauté, C'est elle je est te un peu vends un moins truc importante. Ouais. et je m'enrichis. Alors, Hmm. tu apprends des choses évidemment et je m'enrichis. Alors que là, on est plus dans une approche collaborative, c'est-à-dire, OK, je vous vends ce NFT, mais alors, c'est pas une part de la boîte, c'est pas une share de la boîte, mais ça peut être un peu compris comme tel, même si c'est pas le Ouais. cas juridiquement parlant, bien Oui, bien évidemment. sûr. Mais si le projet explose, tu exploses avec moi. Ouais, Et on a une ouais. vision, on va la mener ensemble, on va la pousser ensemble. Tu fais partie d'une communauté et il y a vraiment cet effet de je possède quelque chose. Et en plus, tu peux le mettre en photo de profil parce que tu vois, tu as ce côté mon Preuve NFT est en photo sociale, de quoi. profil. Hmm. Voilà, ça c'est dans le côté PFP. Après, tu as d'autres types de NFT avec d'autres utilités, mais là, c'est vraiment la majorité de ce qu'on voit aujourd'hui. Hmm. Ouais, en fait, c'est beaucoup plus dur finalement, puisque créer une communauté, c'est quand même C'est hyper très compliqué. compliqué, tu vois. Vendre un produit à une personne, ça va, mais tu vois, si tu as besoin de l'accord de tout le monde, enfin, entre guillemets, de l'accord de tout le monde, tu vois, je pense au dilemme du prisonnier où la solution la plus adéquate est quand tout le monde. Oh merde, ça c'est flouté. Je reprends là où tout le monde, en fait, se met d'accord et coopère, et c'est pas forcément évident, quoi. Et même dans le business Ouais, classique, hein, les plus belles boîtes, c'est des boîtes.
quand justement cet effet de réseau avec une communauté, tu vois, les Airbnb, les Google, les Facebook, ça marche justement parce que la communauté les porte Exactement. et ça vaudrait rien sans. Donc, Et même dans le business en ligne, en fait, quand tu regardes les business qui durent le plus longtemps dans le business en ligne, c'est des gens ouais. qui ont des communautés. Quand tu regardes Antoine BM, je prends cet exemple-là parce que lui, il a une communauté assez forte, bah, c'est ça qui fait sa longévité. Alors que tu as d'autres personnes qui ont fait de la pub pendant 1 an, qui ont fait des millions et après ils ont disparu. Tu Ouais, vois, c'est donc sûr, c'est tu sûr. as toujours ce truc de si tu veux porter un projet, la communauté, c'est ce qui te permet d'avoir vraiment de la stabilité dans ton Ouais. business et de le pousser très loin, quoi. Non, c'est sûr. Même System.io, tu vois, là, tu vas sur YouTube, tu tapes System.io, tu vas avoir des centaines de vidéos de personnes Bah, qui bien t'expliquent sûr, comment faire un tunnel. Tu vas avoir plein de gars qui sont consultants et qui fonctionnent avec System.io. C'est une vraie communauté et c'est partie prenante du succès, quoi. Écoute, exactement. c'est top. J'ai envie de parler du Luna parce que voilà, c'est un peu plus actualité. C'est un peu plus un sujet d'actualité. On est quelques semaines après le crash de Luna. Toi, toi qui es vraiment dans l'écosystème, est-ce que ça n'a pas killé un petit peu des projets en cours? C'est quoi l'impact d'un point de vue plus micro, tu vois? Parce que voilà, on voit le Bitcoin qui s'est Hmm. crashé, on voit le Luna qui est parti à la cave. Toi, de ce que tu vois sur les lancements, sur les flips, est-ce que c'est un peu plus dur? C'est quoi ton ressenti, Ah toi, qui es ouais. dedans? Bah, c'est clair que ça a impacté tout le marché. Alors déjà, je pense qu'on était un peu en train de chuter. Il y avait déjà, on était un peu dans le rouge déjà. C'est clair, une belle bougie rouge. Hmm. Mais c'est clair que je pense. Alors après, je suis pas un expert analyste, etc. C'est pas forcément moi Mhm. ce que je fais le plus, mais de ce que j'en ai vu, parce que j'ai quand même pas mal analysé, Ouais. puis j'ai regardé un peu ce qu'ils disaient sur Twitter. C'est clair que ça a entraîné davantage cette baisse, ce petit crash qu'on a eu, enfin ce crash assez conséquent d'ailleurs qu'on a eu. Euh, ça a joué, ça a joué énormément et tout ça aussi sur le marché NFT puisqu'il y a beaucoup moins de volume. On est sur un des volumes plus faibles là depuis l'année dernière. Donc il y a beaucoup moins de volume, il y a beaucoup de lancements qui devaient se passer là, qui vont pas sold out et c'est vraiment pas de chance, question de timing, parce que bah, justement le marché est mauvais. Donc quand le marché est mauvais, ce qui est marrant, c'est que le sentiment des gens, c'est de la peur. Les gens ont peur d'acheter, les gens ont peur d'entrer sur des projets, alors qu'en général, ça devrait être l'inverse. C'est-à-dire que les gens sont plus contents d'acheter à 50 000 le Bitcoin quand ça Ouais. monte Ouais. qu'acheter à 25 000 quand ça descend. Ouais. Alors que justement, il devrait avoir l'idée inverse, c'est-à-dire, OK, c'est bas, c'est maintenant qu'il faut rentrer dans les cryptos. Enfin, en tout cas, c'est Mhm. mieux qu'il y a 2 semaines, quoi. Enfin, qu'il y a 3 semaines. Ouais. Donc, c'est toujours ça, et c'est pareil sur les NFT, en sachant que les NFT, c'est un truc qui est assez nouveau, et c'est la première fois qu'on voit aussi une baisse des cryptos et des NFT en même temps. L'année dernière, il y avait eu des baisses, même en début d'année, il y avait eu des baisses crypto, mais les NFT montaient en fait. Et quand il y avait une montée des cryptos, les NFT descendaient. Ah, Et c'était là, pas c'est la corrélé, première en fois, fait. c'était pas corrélé. Ouais. C'était, OK, ça baisse dans les cryptos, et bien du coup, on va déverser les liquidités dans les NFT et faire de l'argent avec les NFT. Ouais. Et là, c'est la première fois où il y a les deux qui crachent en même temps. Donc, quand ton truc il passe de 10 Ethers à 3 Ethers et qu'en plus l'Ether passe de 3000 à 2000, Ouais, forcément, tu l'as dans le fion Ouais, et c'est pas ouf, quoi. ouais, tu Donc, m'étonnes. ça a beaucoup joué. Là, je sais pas si on va passer en bear market ou pas. Il y a des gens qui disent que oui, d'autres que non. Je pense qu'il faut juste se rappeler que si on croit vraiment en cette technologie et qu'on est là sur le long terme, parce que c'est déjà arrivé des choses comme ça, il n'y a pas de problème. Moi, ça me fait pas du tout peur. J'étais là en 2017 quand il y a eu un énorme bear market pendant 2 ans, donc j'ai connu le truc, j'ai vu le truc passer. Je pense juste qu'il faut continuer de construire, continuer de développer des choses, et dans quelques mois, ça va revenir. Ouais, en fait, t'achètes toujours la même chose, quoi. Que ce soit quand c'est bas ou quand c'est haut, c'est in fine, tu achètes, tu dépenses un certain prix pour obtenir une chose qui est toujours la même, finalement. Ouais. Donc, Et puis regarde, en 2017, le à Bitcoin voir, était quoi. enfin début 2018, il était à 20 000. Mm, Il est mm, mm. retombé, je sais pas, à 3 000 4 000. Et il y a des gens qui l'ont acheté à 20 000, qui l'ont vendu à 3 4 000. Mais Ouais, s'il l'avait ouais. gardé, 20 000, bah aujourd'hui, il est à 29 000. Donc en Ouais, mais fait, c'est tu aurais été au-dessus, tu vois. ouais, toujours ce truc d'acheter au plus haut et vendre au plus bas, quoi. C'est dommage, Ouais. mais Mais si tu crois en truc c'est la sur le long terme, majorité. il faut Tu gardes. simplement en accumuler et le temps fera les choses. Hmm. Ok, bah c'est cool. On a parlé des NFT, du flipping et de l'investissement long terme. C'est quoi les autres manières de gagner de l'argent avec les cryptos? Alors avec les cryptos ou Enfin, avec les avec NFT du la coup? blockchain, tu vois, crypto, Hum. NFT, métavers, tout ça. Tu vois, je suis toujours dans ce truc. Bah, tu as différentes choses. Tu as cette partie un peu investisseur long terme où tu vas acheter des cryptos, accumuler des cryptos et des NFT sur le long terme. Tu as ce côté flipping, c'est-à-dire je rentre sur un NFT, je le revends tout de suite après. Tu peux faire pareil sur les cryptos, c'est je rentre à une ICO et je la revends tout de suite. J'essaie de la revendre assez rapidement quand le token est listé, etc. C'est quelque chose que tu peux faire, ou même faire du day trading, c'est trader toute la journée des Ouais. cryptos. Je suis pas fan, mais je comprends qu'il y ait des gens qui le fassent.
Et après, tu as aussi une autre manière. Alors, avec les cryptos, c'est de faire du stacking, du lending, du farming. Ok. C'est, par exemple, tu vois, tu vas sur des plateformes aujourd'hui qui existent. Donc, si on parle des choses un peu classiques, Nexo, Just Mining, tout ça, où tu vas mettre tes cryptos et tu vas toucher un pourcentage de dividendes en fonction de combien tu as mis. Par exemple, moi, j'arrive à toucher jusqu'à 10% sur mon USDT, USDC. Et c'est de l'argent que je vais toucher tous les jours, donc 10% par an, sauf que c'est chaque jour que Ouais, j'ai mes c'est... dividendes. Donc, tu as récomposé beaucoup plus fort, en fait. Ouais, et ça, c'est vraiment intéressant. Et après, sur les NFT, il y a un truc qui est aussi intéressant, c'est qu'en possédant un NFT, on a un actif, et du coup, ça va nous permettre aussi de recevoir des récompenses. Par exemple, il y a un NFT, moi, que j'ai acheté qui s'appelle Clonix de Artefact Studio. Donc, je l'avais acheté, alors c'est un blue chip, hein, et ça a été Mhm. racheté par Nike, donc c'était assez dur de rentrer. Je Ouais. l'avais acheté à 8 Ethers à l'époque. Aujourd'hui, ça vaut 14 Ethers. Et 8 en Ethers, plus de putain. ça, ouais, Vache. aujourd'hui, c'est à 14. Et en plus de ça, ils m'ont airdrop. Donc, airdrop, c'est ils m'ont envoyé un cadeau dans mon wallet MetaMask gratuitement d'un truc qui aujourd'hui se revend 7 Ethers. Donc, je l'ai eu gratuitement juste pour l'avoir possédé et ça se vend 7 Ethers. Donc, Ouais, c'est assez fou, quoi. là, tu m'étonnes. Ok, ouais, donc c'est quand même... ouais, ça marche. Ça marche, ça marche. Écoute, je pense qu'on a fait un bon tour. Je regarde mes notes. J'avais pris deux, trois notes. Je regarde si j'ai la réponse à toutes mes questions. Écoute, on est pas mal. On est pas mal, Ouais, on est pas ça, moi, je vais mal. pas tarder à bouger. Ouais. Est-ce que tu auras un dernier élément dont tu voudrais parler? Quelque chose qui est important, peut-être qu'on a oublié? Non, bah déjà, moi, je pense que le truc le plus important, c'est vraiment de s'éduquer. Si évidemment ça vous intéresse, alors si ça vous intéresse pas, essayez juste de voir que le truc existe et de Hmm. l'étudier un minimum pour pas être largué dans les prochaines années. Et si le truc vous intéresse, creusez, allez sur Twitter, suivez des comptes crypto, NFT, etc. Informez-vous, lisez des choses. Allez, si vous voulez, voilà, sur ma chaîne YouTube, il y a des vidéos honnêtement intéressantes pour démarrer. Voilà. Ou même si vous avez regardé d'autres vidéos, mais regardez les vidéos, lisez des articles, des livres, s'il y en a. Il y en a encore très peu sur les NFT. Ouais. Lisez des newsletters, éduquez-vous. Et vous ne le regrettez pas parce que c'est probablement l'une des industries qui va générer le plus d'argent dans les années à venir. Donc, c'est un train de pas manquer. Si vous avez déjà un business, peut-être pensez à des idées de comment vous pouvez implémenter ça dans votre business. Et si vous n'en avez pas, peut-être que ce serait intéressant de lancer un business dans cette industrie. Ok, bah écoute, c'est top. Je pense qu'on a fait un bon tour. Bah écoute, Pierre-Elliott, merci à toi d'être venu encore. Merci Antoine. C'était très Merci à clair. toi. Et puis, pour ceux qui sont encore ici, je vous dis à la semaine prochaine et n'oubliez pas, enfin là, dans 2 semaines, puisque maintenant je sors les épisodes toutes les 2 semaines, n'oubliez pas de télécharger le guide gratuit dans la description. À bientôt, salut! À bientôt. À plus. Merci à toi d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Si t'as aimé, je t'invite à mettre 5 étoiles sur les plateformes, à commenter, à partager auprès de tes amis. Puis si t'as des retours à me faire, n'hésite pas à me contacter à antoine@system.io. Et moi, je te dis rendez-vous à la semaine prochaine. Allez, salut!